RTCI nous réunit. Radio Tunis International, midi 10 minutes. Bienvenue Rita Adam, vous êtes ambassadeur de Suisse en Tunisie. Bonjour. Bonjour Excellence, nous allons parler aujourd'hui de la coopération bilatérale, de l'appui à la société civile qui provient de votre ambassade et également de votre action culturelle. Mais commençons justement par cette action que vous menez tous azimuts depuis 2011 en Tunisie. Merci beaucoup d'abord pour l'accueil, je suis ravie d'être là dans votre émission aujourd'hui. Donc effectivement, en 2011, après les bouleversements du début de l'année 2011, le gouvernement suisse avait très rapidement décidé qu'il voulait s'engager davantage en Tunisie pour soutenir la Tunisie sur son chemin de la transition démocratique. Et nous avons rapidement monté avec nos interlocuteurs partenaires tunisiens, que ce soit du côté gouvernemental, mais aussi du secteur privé, de la société civile. Nous avons défini ensemble un programme de coopération que nous avons beaucoup développé depuis là et qui a pris pas mal d'ampleur, je dirais, et qui est bien établi aujourd'hui. Et c'est d'abord un programme qui est articulé autour de la coopération bilatérale avec le gouvernement tunisien. Tout à fait. Donc c'est un programme de coopération qui vise à soutenir la transition et qui s'articule autour de 3 axes, et on pourra peut-être en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Donc c'est clair que les autorités tunisiennes sont notre partenaire pour mettre en œuvre ce programme, mais en impliquant aussi très étroitement des acteurs donc, de la société civile et du secteur privé. Alors commençons par le côté gouvernemental peut-être. Alors, donc on a toute une série de partenaires comment vous dire, on va parler peut-être tout à l'heure un peu du contenu concret et vous allez voir qu'il y a toute une série de ministères qui sont concernés par ces programmes et on se réunit régulièrement. On a aussi une enceinte où on se parle 2 fois par an un peu pour le chapeau du programme. Il y a beaucoup d'échanges et une coopération très étroite. Et il y a un souci très fort de votre part pour le secteur privé et également pour la société civile. Tout à fait, parce que nous sommes convaincus qu'une bonne coopération, elle englobe tous les partenaires qui doivent être impliqués, et là le secteur privé, notamment aussi pour tout ce qui est économie, mais aussi la société civile, traditionnellement très forte en Tunisie et avec laquelle on a déjà travaillé avant 2011, ça nous paraît être des partenaires absolument incontournables. Et ce n'est pas une surprise pour nous, après avoir publié que vous étiez parmi nous aujourd'hui pour le midi de RTCI, plusieurs acteurs de la société civile ont réagi sur nos pages Facebook pour justement commenter et pour dire également tout ce que vous faites. Alors nous allons commencer par quelque chose de très banal peut-être, mais qui a apporté une sorte de souffle nouveau du côté de Hammamet avec ce projet qui s'intitule Main dans la main, je crois, et qui consiste à, par exemple, aider des femmes qui travaillent dans la passementerie. Et tout à fait. Ce sont des choses du terrain le plus banal, mais en même temps le plus solide. Tout à fait. Alors, donc, je distinguerai 2 actions dans notre engagement en Tunisie. Il y a ce que nous appelons le programme de coopération, qui a des stratégies, des priorités stratégiques très très clairement définies. Et là, on en parlera tout à l'heure. Et là, on a une enveloppe budgétaire assez importante. Et puis, en dehors de ça, nous avons encore un peu de moyens financiers, mais qui sont beaucoup plus modestes, pour faire des petites actions, idéalement complémentaires à ce que nous faisons, notamment dans le cadre du programme de coopération. Et cette action à Hammamet, elle s'inscrit justement dans cette deuxième partie-là de notre engagement, de notre travail en Tunisie. Alors, pourquoi ce projet ? Nous avons, depuis quelques années déjà, c'était déjà le cas sous mon prédécesseur, essayé de soutenir un peu tout ce qui est conservation du patrimoine, notamment aussi du savoir-faire, mais patrimoine aussi. Il y avait eu une très belle exposition en 2014, photographique sur les hammams à Tunis, dont vous vous souviendrez peut-être. Donc là aussi, on finançait parce qu'il nous semblait que c'était un patrimoine digne d'être valorisé. Et l'année dernière, ensuite, on a soutenu 2 projets, chacun avec l'association pour la sauvegarde de la Médina respective, une fois à Hammamet, une fois à Tunis. Donc celui et le dénominateur commun, c'est essayer de contribuer à sauvegarder un métier qui est parfois un peu menacé de disparaître, tout en essayant d'un côté transmettre le savoir-faire, mais aussi mettre celles et ceux qui le savent faire avec des jeunes créateurs pour que ça puisse peut-être aussi contribuer à quelque chose qui a un potentiel économique avec du design, avec des nouvelles créations. Donc concrètement, à Hammamet, il y a une ancienne tradition de la passementerie sur les habits de fête tunisiens. Et l'association pour la sauvegarde de la Médina nous avait présenté un projet visant justement à renforcer la transmission du savoir-faire des quelques dames un peu âgées à une nouvelle génération. Et nous avons soutenu ça
Et les dames ont fait beaucoup d'ateliers, toute une série d'ateliers pour se passer ce savoir-faire. Et elles ont fait une très 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 belle cérémonie de clôture après quelques mois où on a pu admirer tout ce qui a été créé, des vêtements, etc. Et je crois que c'était vraiment apprécié donc de contribuer à ce que cela ne disparaisse pas. Tout à fait. Alors si vous me permettrez l'expression, il s'agit là de petite artillerie puisqu'il existe par ailleurs des visions stratégiques en termes de soutien. Oui, je le dirais. Donc on essaye quand même de... Donc encore une fois, je crois que ça s'intègre assez bien dans l'ensemble de ce que nous faisons en Tunisie puisque y a l'élément culturel, si vous voulez, la conservation du métier, du savoir-faire, mais idéalement, encore une fois, ça pourrait aussi contribuer à ouvrir de nouveaux débouchés aussi pour des produits tunisiens de savoir-faire avec du nouveau design. Donc, si vous prenez peut-être la Balra, qui est le deuxième projet qu'on a fait avec cette fois-ci l'Association pour la sauvegarde de la Médina Tunis, alors là, il s'agissait de faire un peu une chose similaire pour les messieurs, c'est surtout des messieurs, ou exclusivement des messieurs, les peu de messieurs qui existent encore, et qui ont le savoir-faire de fabriquer cette belle chaussure de cuir traditionnelle qu'on appelle la Balra. Et donc là aussi, il y a eu toute une transmission de techniques, de savoir-faire, et en même temps, on a associé des jeunes designers, et qui ont créé des nouvelles modèles de Balra, et l'idée, c'est de créer une alternative à des produits souvent de très bas de gamme et qui ne valorisent pas non plus le savoir-faire et qui puissent être vendus aussi un peu plus cher et rapporter plus aux créateurs. Donc savoir-faire, conservation du patrimoine et par ailleurs d'autres actions qui sont plus proches du noyau de la transition, c'est-à-dire le travail sur la démocratie participative et sur l'empowerment de la société civile également. Alors on peut peut-être parler, si vous le voulez bien, un peu de notre programme de coopération. Donc là je rentre un peu dans le premier axe que j'ai dit de notre action. En tout cas en ce qui concerne les moyens financiers, là nous avons beaucoup plus de moyens financiers. Donc encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit au début, le gouvernement suisse a très rapidement décidé qu'il voulait soutenir cette transition en Tunisie parce que ceci correspond aux objectifs de la constitution suisse de s'engager pour la promotion de la démocratie et de l'état de droit dans le monde, et puis aussi contribuer à créer de meilleures conditions de vie. Donc ce programme s'articule donc autour de 3 axes. Le premier, c'est la transition démocratique et les droits de l'homme. Le deuxième, c'est le développement économique et la création d'emplois. Et le troisième, ce sont les questions migratoires et la protection de personnes vulnérables. Et je ne sais pas si vous voulez qu'on donne quelques exemples pour chaque domaine. Bien sûr. Donc pour la démocratisation, on a été très actifs par exemple et on continue d'être engagé dans le domaine des élections. On a été impliqué avec des partenaires tels que le CNUT par exemple et d'autres dans la préparation des élections à la Constituante en 2011 et aussi à l'ARP en 2014. On a par exemple mis à disposition des urnes dans lesquelles peuvent être déposés les bulletins de vote. On a aussi contribué à la formation de 200 femmes candidates qui se présentaient aux élections parce qu'évidemment pour nous c'est important qu'il y ait aussi une bonne participation féminine. Nous avons beaucoup travaillé sur les médias. Là nous sommes un peu... c'est un peu quelque chose qui arrivera bientôt à son terme, mais ça va peut-être vous intéresser un peu plus ou particulièrement. Nous avons un projet avec la radio tunisienne et avec une institution qui s'appelle la Fondation Hirondelle, qui est une fondation suisse, et avec laquelle nous avons contribué à créer un réseau d'antennes locales, régionales de la radio tunisienne, qui permet d'être beaucoup plus à la proximité des écouteurs par ce système de correspondants et de créer donc d'accroître la proximité des programmes avec les écouteurs. Mais là, vous êtes peut-être mieux placé que moi de vous prononcer, mais je pense que c'est un beau projet. Donc nous avons travaillé dans le domaine des médias, nous continuons à travailler toujours dans ce premier pilier en ce qui concerne la lutte contre la torture, la prévention de la torture. Ça, c'est un peu nos accents dans ce domaine-là. Très bien. Passons au deuxième pilier, si vous voulez bien. Alors le deuxième pilier, financièrement, c'est le pilier le plus important. Donc, pour vous parler quand même un peu chiffres, nous sommes actuellement à 25 millions de francs suisses, ou autrement dit à 50 millions de dinars d'engagement par an. Donc, ce sont des dons. Et on a contribué depuis le début de notre engagement en 2011 à la hauteur d'environ 200 millions de dinars que nous avons engagés en Tunisie. Donc maintenant, le deuxième pilier, économie, développement économique, financièrement, c'est clairement le plus volumineux. Là, nous sommes à peu près 70% de ces 50 millions de dinars par an. Pour vous donner quelques exemples, nous travaillons un peu à tous les niveaux, que ce soit les conditions cadres économiques
jusqu'au niveau vraiment très concret de la personne, de l'individu. Nous avons par exemple soutenu des programmes de microfinance qui ont permis à des personnes qui auraient du mal à accéder à du crédit, à recevoir un petit crédit pour devenir entrepreneurs, de petits entrepreneurs, des choses toutes simples, des gens qui cultivent des cailles, des gens qui ont des moutons, etc., mais aussi des choses plus sophistiquées. Et là, on a pu contribuer jusqu'à présent à créer plus de 12 000 emplois. Ça ne suffit pas, mais c'est une contribution, je crois, importante. Nous avons aussi un programme dans le domaine de formation professionnelle où, par exemple, nous avons mis en place avec notre partenaire, la Fondation Suisse, Suisse Contact, un programme qui vise à parfaire les connaissances en ce qu'on appelle les soft skills, donc un peu le quotidien au travail des jeunes diplômés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ils entrent dans ce qu'on appelle une entreprise d'entraînement gérée par Suisse Contact qui fonctionne comme une entreprise mais qui n'est pas obligée de présenter des gains à la fin du mois, et où ils ont le contact avec le client, ils apprennent comment répondre au téléphone, comment rédiger une lettre, comment interagir dans une équipe. Et ça, c'est un programme plutôt récent, mais les premiers résultats sont très encourageants puisque les gens restent entre 3 et 4 mois. Et à l'issue de cette période, 80% trouvent tout de suite un emploi. Donc je crois que c'est vraiment une contribution pour mieux pouvoir les insérer dans le marché du travail, améliorer l'employabilité. On a aussi, c'est le dernier exemple dans ce domaine, un grand projet à Kasserine, et j'aimerais beaucoup souligner ça. La moitié de nos moyens, à nouveau de ces 50 millions de dinars par an, la moitié de ces moyens vont dans les régions. On y tient beaucoup parce qu'on trouve que c'est là que nous avons le plus de valeur ajoutée, dans les régions défavorisées du pays. Et nous avons notamment un point fort à Kasserine, où nous avons un bureau, et où nous mettons en œuvre un programme en approvisionnement d'eau, et qui vise à terme à faire parvenir l'eau potable du robinet, ce qui n'existe pas pour l'instant, à 10 000 personnes. Et ce programme a une importante composante sociale aussi, en impliquant la population locale dans le dialogue pour être sûr que ce que nous créons réponde vraiment au maximum à leurs besoins, et aussi pour assurer la durabilité des institutions une fois que les travaux sont terminés. Alors, ce qui est intéressant, et ce qui impressionne d'ailleurs dans cette approche de développement suisse-tunisienne, c'est que vous partez toujours du théorique pour aller vers le plus concret, en quelque sorte de la macroéconomie, pour la vie quotidienne des gens, et c'est cela qui donne des projets réalistes et des projets qui sont sous-tendus par une volonté de réussir. Et je crois que c'est très important, ce suivi que vous êtes en train de réaliser auprès des populations. Ça me réjouit évidemment que vous le voyez comme ça. Moi, je pense que le très concret, c'est très suisse. On aime toujours être sur le terrain, être très concret. Et on est vraiment... Je pense qu'on a trouvé notre place en Tunisie, et sans surestimer notre travail, je crois qu'on a une valeur ajoutée et on le fait volontiers. Très bien, passons si vous voulez bien, Excellence, au troisième domaine. Voilà, exactement. Il faut quand même qu'on y touche aussi encore. Donc le troisième domaine, c'est migration. Nous avons d'un côté ce que nous appelons un partenariat migratoire avec la Tunisie, où nous parlons de toutes les questions migratoires dans l'ensemble, pour parler non seulement des choses qui peuvent être difficiles parfois, mais aussi les choses qui ont des opportunités, et notamment des opportunités à nouveau économiques. Comment voir la migration aussi comme un facteur de développement économique du pays? Et donc nous voyons 2 fois par an pour un dialogue avec les autorités tunisiennes compétentes qui est marqué par une grande ouverture, une grande sincérité, où vraiment on se parle de tout, ça se passe vraiment bien. Et après, évidemment, on a toute une série de projets à nouveau où nous sommes engagés. Nous avons par exemple des projets justement pour impliquer les Tunisiens résidant en Suisse en faveur du développement en Tunisie, pour les soutenir, pour financer des projets, des petits projets de développement. Et nous avons aussi, là c'est plutôt un peu maintenant l'aspect protection. Nous sommes actifs dans le sud tunisien, notamment avec le Croissant Rouge tunisien, pour prendre en charge des personnes par exemple naufragées, qui ensuite se retrouvent sur sol tunisien, pour leur offrir des conditions de vie dignes et pour assurer à terme qu'elles puissent retrouver une nouvelle orientation. Voilà, ce sont donc là les 3 piliers qui en quelque sorte sont les articulations principales de la coopération bilatérale. Tout à fait. Donc ça, maintenant c'est coopération au développement. Vous me permettez que je dise quand même encore 1 ou 2 autres mots. Ça c'est un peu la logique de la coopération au développement, mais il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça qui sont très importantes aussi. J'aimerais revenir au sujet économique. On a beaucoup travaillé, notamment la dernière année, pour accroître les échanges économiques aussi entre nos 2 pays. Donc,
attirer des investisseurs, parce que nous sommes parfaitement conscients que la Tunisie voudrait beaucoup aussi, pour avoir de la croissance, pour faire redémarrer l'économie, attirer des investisseurs. Donc je peux déjà constater qu'on n'a pas eu de départ important de sociétés suisses après la Révolution. On a à peu près 90 sociétés qui sont soit des filiales de sociétés suisses ou avec une participation financière suisse en Tunisie. Il y a des grands noms comme Roche, Novartis, Société Générale de Surveillance, Pops, Nestlé et d'autres. Mais il y a surtout beaucoup de PME. Ça, c'est typiquement suisse parce qu'en Suisse, les PME, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'économie. Et idéalement, on voudrait se voir installer de nouveaux investisseurs, c'est clair. Donc on a eu une mission économique avec notre secrétaire d'État aux affaires économiques en octobre, qui était accompagnée d'une délégation de représentants de l'économie qui voulaient se faire leur propre image du potentiel de ce marché. Et on a aussi mis l'économie au centre de la visite État en Suisse de son Excellence le Président Béjir Essebsi en février, avec notamment une table ronde qui a permis de se faire rencontrer et des représentants tunisiens et suisses, et puis surtout pour les Suisses d'entendre du ministre et du président même où est-ce qu'en est la Tunisie avec les réformes. Je constate qu'il y a un grand intérêt, les investisseurs suisses voient un potentiel important dans le marché tunisien et ils attendent vraiment que les réformes avancent pour le climat d'affaires répondre encore mieux à leurs besoins. Je suis convaincue qu'il y a un potentiel là. Ils observent ça de très près. Très bien. Vous êtes entièrement sur les radars. Très bien, c'est formidable. Et selon vous, est-ce que cela avance harmonieusement, justement? Je crois que nous connaissons tous le chantier des réformes du gouvernement et nous voyons que c'est parmi les priorités. Je suis confiante que ça avancera. Très bien. Donc confiante en le train de réforme et également confiante en les vertus de l'action culturelle parce qu'à côté de tout cela, nous avons remarqué cette année que la visibilité de la présence culturelle suisse était plus accrue à travers votre participation à Jazz à Carthage, à travers la visite de Jonas récemment, des plasticiens qui ont exposé à Sidi Bou Saïd et beaucoup d'autres activités qui nous permettent de constater une certaine vitalité et un retour de la culture suisse en Tunisie. D'abord, je suis ravie que vous constatez cette visibilité, ça me fait beaucoup de plaisir. Je crois qu'on était toujours actifs. Je n'ai pas l'impression qu'on a beaucoup accru dernièrement notre engagement. Peut-être qu'on en parle plus, peut-être qu'on réussit mieux nous-mêmes à en parler. Mais c'est clair que dans le domaine culturel, nous avons des moyens financiers beaucoup moins importants que pour la coopération au développement. Les crédits sont alloués de cette sorte-là un peu partout dans le monde pour la Suisse. Et puis, il convient peut-être d'ajouter que parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, dans d'autres pays c'est bien différent. En Suisse, la culture n'est pas d'abord une affaire de l'État. Donc la culture, il y a aussi une implication de l'État, mais le financement de la culture, beaucoup se fait au plan privé. Des initiatives privées, du mécénat, des fondations, en Suisse, beaucoup se passe par ce plan-là, et ça explique aussi un peu pourquoi les ambassades n'ont pas un immense budget en matière de culture. Mais on peut quand même faire beaucoup de choses parfois si on a des bonnes idées et des gens qui ont envie de s'impliquer. On attendait d'ailleurs, c'est un autre plan, la Suisse, sur le thème de la déconcentration ou de la décentralisation, parce qu'il y a une grande expertise de ce pays dans ce domaine. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, ce serait à nouveau centré un peu à nouveau dans notre coopération, dans le cadre du programme de coopération pour la transition. Et je peux vous dire qu'on suit évidemment très attentivement tout ce qui se passe au plan de la décentralisation et on est tout à fait disposé là aussi à entrer en partenariat avec la Tunisie en répondant aux besoins de la Tunisie, que ce soit via de l'expertise, etc. Tout ça, on étudie très très attentivement. Mais le quotidien d'un ambassadeur, finalement, c'est de jongler avec des dizaines de programmes qui sont très différents, et puis avec des dizaines de participants, de bénéficiaires qui sont différents. Vous passez du gouvernement aux jeunes de Jeune-Douba ou de Gasserine. C'est ça, pour moi, qui rend ce métier aussi fascinant. C'est ça, le grand attrait, en tout cas pour moi, cette diversité dans les activités culturelles, cette diversité des interlocuteurs que vous rencontrez. Vraiment, je ne m'ennuie pas un seul jour, ça c'est sûr. Et ça vous a permis de rencontrer la Tunisie profonde? Pas autant encore que je souhaiterais, même si j'ai beaucoup voyagé. J'ai été au Kef, j'ai été à Bizet, j'ai été à Tozeur à plusieurs reprises, j'étais à Kasserine évidemment, j'ai voulu voir notre action, j'ai fait toute la côte jusqu'à Média, j'ai fait le Cap Bon, j'étais à Mednin, j'étais à Ras Jedir, même j'étais à Djerba, mais il y a encore des endroits que j'ai pas vus et je voudrais me déplacer à l'intérieur du pays encore beaucoup plus fréquemment, mais vous le devinez, avec déjà la gamme d'activités que nous avons, c'est pas toujours évident de pouvoir bouger aussi et d'aller vraiment
nécessairement voir, mais je trouve que c'est hyper important pour comprendre le pays aussi, de s'éloigner de la capitale et d'aller voir. RTCI nous réunit.